Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. La commission Vérité, Justice et Réconciliation était au CICB le 11 juin 2022 afin de réparer les victimes de guerre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris en compte l'ensemble des préoccupations des Maliens devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Fin en Afrique, des médecins testent une nouvelle méthode qui pourrait sauver des milliers d'enfants. Comme annoncé dans les titres, dans le but de promouvoir la reconnaissance nationale aux victimes et leur rendre leur dignité, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a organisé le samedi 11 juin 2022 au Centre international de conférences de Bamako sa 5e audience publique non judiciaire sous le thème « Les femmes victimes et violences sexuelles et les enfants victimes de conflits ». La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga, chef du gouvernement. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga a fait savoir que le gouvernement du Mali soutient l'esprit de la justice traditionnelle et adhère pleinement à celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en son article 3. Au total, elle était 12 victimes, 10 femmes victimes de violences sexuelles et des enfants victimes en période de conflit à témoigner. Il faut rappeler que la première audience au public tenue le 8 décembre 2019 a porté sur les atteintes au droit à la liberté. Suivons les commentaires. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Choguel Kokala-Maïga a d'emblée fait savoir que le gouvernement du Mali soutient l'esprit de la justice traditionnelle et adhère pleinement à celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en son article 3 qui dispose que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est pourquoi, au nom du président de la République, le colonel Assimi Goïta, il a tenu à réaffirmer l'attachement profond du gouvernement à promouvoir les droits de l'homme, d'où d'ailleurs la plus haute attention il prête à la problématique des devoirs et obligations qui sont au cœur des audiences publiques de la CVGR. Au total, elle était 12 victimes, 10 femmes victimes de violences sexuelles et des enfants victimes en période de conflit à témoigner. Il faut rappeler que la première audience publique tenue le 8 décembre 2019 a porté sur l'atteinte au droit de la liberté. La deuxième audience tenue le 5 décembre 2020 a porté sur les atteintes au droit à la vie, torture et autres traitements cruels, inhumains, dégradants. La troisième tenue le 3 avril 2021 a porté sur les disparitions forcées. Quant à la quatrième tenue le 18 septembre 2021, elle portait sur les 3 thèses précédentes. Cette 5e audience publique de la CVGR s'est particulièrement penchée sur les violations contre les femmes et les enfants à travers une sous-commission genre mise en place à cet effet et qui bénéficie de l'accompagnement de l'ONU Femmes et de l'UNICEF. L'expression violence sexuelle liée au conflit recouvre des actes tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l'avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable perpétrée contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit. Platant le décor, le président de la CVGR, Ousmane Oumarou Sidibé, est revenu sur l'objectif principal de l'audience publique, un espace d'écoute où les victimes ont un rôle de premier plan. C'est un cercle de solidarité construit autour du récit des victimes. Comme tant d'institutions traditionnelles au Mali, elle permet surtout de rendre aux victimes leur dignité, d'intégrer leur récit à la mémoire. À l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a livré un discours dans lequel il a pris en compte l'ensemble des préoccupations soulevées par les membres du dit Conseil. En ce qui concerne l'aménagement, est obligé de changer de posture pour pouvoir continuer sa mission dans notre pays, selon Abdoulaye Diop.
L'occasion était bonne pour le ministre Diop d'exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple malien à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies pour les efforts et souvent les sacrifices consentis pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali, avant de remercier le chef de la MINUSMA El Gassimouane pour la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Au dire du ministre Diop, le gouvernement tient à rassurer qu'avec leur montée en puissance, les forces armées maliennes sont en mesure de prendre en compte les changements de la situation sécuritaire. Les dispositions sont prises afin qu'il ne se crée aucun vide sécuritaire à la suite du départ des forces françaises et de la force Takuba. Le gouvernement du Mali est conscient que la sécurité de la mission est de la responsabilité du pays hôte qui mettra tout en œuvre pour assumer cette responsabilité. Afin de faciliter cette phase transitoire, nous invitons la MINUSMA à achever son plan d'adaptation en collaboration avec le Mali, a déclaré le chef de diplomatie malienne. Concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a exprimé la position du Mali et ses préoccupations ainsi que les attentes pour leur prise en compte par le Conseil de sécurité. Tout d'abord, il a tenu à préciser que pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Dans cette perspective, il dira qu'il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger les populations, sachant que la menace principale provient des groupes armés terroristes. Dans ce contexte, précise-t-il, le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. De même, dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, poursuit Diop, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane après la décision unilatérale de retrait de la dite force et la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons au respect de la souveraineté du Mali et des décisions prises par les autorités maliennes à cet égard. Selon le ministre Diop, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de la MINUSMA avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'accomplissement de son futur mandat et de poursuivre que le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour la MINUSMA de travailler étroitement et véritablement avec les autorités et les parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations civiles et à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Sur les allégations de restrictions imposées à la MINUSMA, le chef de la diplomatie malienne a précisé que le gouvernement malien n'a pris aucune mesure restrictive visant particulièrement la MINUSMA. La mise en place de mesures de restriction temporaire sur une partie de l'espace aérien national qui est une décision souveraine vise à double objectif. Il s'agit d'abord de protéger les forces maliennes engagées dans une nouvelle posture dynamique et offensive pour respecter l'initiative et réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes sur les populations maliennes. Le succès de cette dynamique repose sur la liberté de manœuvre des forces nationales. La deuxième objectif est de maîtriser les risques pour le trafic aérien lié à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes, notamment avec des vols d'aéronefs militaires, y compris sans pilote et des tirs d'artillerie fréquents. En effet, dit-il, la sécurité et la sûreté des usagers de l'espace aérien malien constituent une responsabilité régalienne de l'État. Il est donc nécessaire que des mesures de coordination soient mises en place pour éviter tout incident malheureux. Il est à noter que tous les vols demandés par la MINUSMA sont autorisés dès lors de la coordination nécessaire est faite, que les risques à la circulation aérienne sont maîtrisés et que cela n'interfère pas de manière négative avec les opérations militaires en cours. En ce qui concerne certaines allégations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité
malienne dans la dernière note trimestrielle de la MINUSMA. Il dira que le gouvernement rejette celle-ci. En effet, à l'issue d'enquêtes minutieuses, le gouvernement malien s'est rendu compte que ces allégations sont tendancieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de la MINUSMA donne, selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à certaines communautés ethniques, a-t-il martelé. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté internationale. Cependant, rassure-t-il, le gouvernement du Mali reste ouvert à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme, y compris la Commission nationale des droits de l'homme, afin de lutter contre l'impunité. Le Royaume du Maroc, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a accordé 150 bourses d'études au Mali pour l'année universitaire 2022-2023, dont 100 bourses pour les études universitaires, 20 bourses pour les études de master, 20 bourses pour les études de doctorat et 10 bourses pour la spécialisation en médecine. Cette offre généreuse est le fruit de la coopération entre les deux pays. Suivons les commentaires. Le Royaume du Maroc, sous la conduite du roi Mohamed VI, vient d'accorder au gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 150 bourses d'études au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ce geste s'inscrit en droite ligne dans le cadre de la coopération exemplaire entre les deux pays amis et frères. On sait que la formation occupe une place importante dans cette coopération. S'agissant des 150 bourses d'études, 100 sont destinés pour les études universitaires, 20 pour les études de master et 20 pour les études de doctorat, sans oublier les 10 bourses destinées à la spécialisation en médecine. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour les bourses d'études universitaires, il s'agit des bacheliers réguliers de la session d'août 2021, âgés de 23 ans ou plus et ayant obtenu au moins la mention assez bien dans différentes séries. Pour les études de master et de doctorat, il s'agit des étudiants maliens ayant obtenu leur diplôme au Maroc régulièrement avec au moins la mention assez bien. Et pour les études de spécialisation en médecine, il s'agit des médecins généralistes ayant au moins la mention bien et désirant se spécialiser dans les spécialités comme l'urologie, la neurochirurgie, la chirurgie plastique réparatrice, la chirurgie plastique maxillofaciale et réparatrice, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie du segment postérieur de l'œil, la médecine d'urgence, sans oublier la radiothérapie, la maintenance biomédicale et hospitalière, l'imagerie médicale. Les candidats dont la fin des études dépasse 10 ans doivent fournir la copie du diplôme d'État en médecine. Les dossiers de candidature dûment constitués doivent être déposés à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au plus tard le vendredi 24 juin 2022 à 17h30. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté, précise le communiqué signé par le secrétaire général du département, Dr Amadou Wano, en date du 10 juin 2022. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a lancé à travers le ministère de l'économie et des finances les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat pour l'opération. 26 327 agents recenseurs, 4 504 chefs d'équipe et 866 contrôleurs TIC ont engagé sur le terrain auprès des ménagères. Suivons les commentaires. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a lancé à travers le ministère de l'économie et des finances les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Pour l'opération, 26 327 agents et recenseurs, 4 504 chefs d'équipe et 866 contrôleurs
seront engagées sur le terrain auprès des ménages. Ces équipes, selon le ministre Sanou, seront encadrées par les cadres et responsables de l'Institut national de la statistique, des autres structures du système statistique national, des directions régionales et des services locaux de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population. Le gouvernement les engage à se mobiliser pour la réussite de cette opération, notamment par la collecte et l'acheminement des données reflétant fidèlement les réalités socio-démographiques de notre pays, a indiqué le ministre de l'économie et des finances. Durant les 3 prochaines semaines, les agents essentiels et les chefs d'équipe chargés de collecter les informations sur les caractéristiques socio-économiques, démographiques et culturelles de la population passeront dans les familles respectives. Ainsi, le ministre a invité ces dernières à leur réserver un accueil chaleureux et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de la vie, notamment l'état civil, l'éducation, la santé, l'emploi, la mobilité et les caractéristiques de l'habitat. Le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement, conscient de l'importance de cette opération, a pris toutes les dispositions nécessaires pour relever les défis. Dans ce cadre, l'État a obtenu l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers. Le ministre Sanou a expliqué que pour la réussite de cette opération, les autorités de la transition comptent sur l'engagement des chefs de quartier dans les villes, villages et les fractions en vue d'une meilleure orientation, des agents essentiels déployés dans leurs localités pour la coordination des opérations dans les circonscriptions. Les ministres comptent également sur le dévouement des autorités administratives et municipales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires et l'accompagnement habituel des forces de défense et de sécurité en vue de la protection et de la sécurisation de cette opération. Je reprends. L'augmentation du tarif de transport entre Bamako et la cité des rails est à l'origine de la menace de la synergie des forces vives de Caille de bloquer tous les cars sur la route nationale 1 à compter de ce 20 juin 2022 suite aux échecs des négociations présidées par le CMTR relative à la réduction du tarif des billets de transport en commun sur l'axe Caille-Bamako-Caille. La synergie des forces vives de Caillou venant par la présente vous informer des dispositions prises pour manifester ces protestations contre la haute injuste des prix du billet. En effet, elle décide de bloquer tous les cars qui emprunteront la route nationale 1 à compter du lundi 20 juin 2022 si rien n'est fait. C'est le contenu d'une correspondance en date du 13 juin 2022, signé par Boubacar Nyagando, président de la synergie des forces vives de Caillou. Elle est adressée au président du groupement des chefs d'escale de Caillou.